Affirmation de la présence de l'État aux frontières, mission de la commission départementale des frontières de la Liborie entre autres, mission de proximité pour cet organe qui aura fort à faire sur le front sécuritaire. Tourisme et professionnalisation, incursion dans la formation de 54 guides, première cohorte au cœur des grandes ambitions touristiques du Bénin. On ira à Ologede vivre leur transformation professionnelle. Obsèque de Théophile Nata, ancien président de la HAC, homme politique au discours entier. Théophile Nata a été inhumé samedi dernier à la messe d'adieu à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati-Tengou. Les oraisons témoignent d'un homme exceptionnel. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le défi sécuritaire sera leur priorité. Les membres de la commission départementale des frontières de la Liborie, l'organe vient d'être installé et servira d'interface entre les populations locales et la commission nationale des frontières. Eh bien, sur eux, les membres de cette commission vont s'appuyer les décideurs pour apporter des réponses adéquates aux besoins des populations frontalières, dont des questions de sécurité. Ernest Etegou, Bertin Adimi pour Le Point. On ne gère pas seul une frontière. Voilà qui plante le décor de l'installation de la commission départementale des frontières de la Liborie. Un des organes de la commission nationale des frontières, la structure a un grand rôle à jouer. Cette commission départementale des frontières est l'interface entre les populations locales et la Commission nationale des frontières. Donc c'est cette commission-là qui désormais doit écouter les populations locales à travers leurs besoins, leurs plaidoyers pour les porter au niveau de la Commission nationale des frontières. Rien ne doit être donc laissé en rade en termes d'identification des besoins vitaux des populations des zones frontalières à porter à la connaissance des autorités au sommet de l'État. Dans le contexte actuel où les enjeux sécuritaires incitent à la prévention, à la proactivité et à l'efficacité dans les actions, l'État central veut orienter davantage ses priorités vers la prise en compte des préoccupations des populations des espaces frontaliers. Faire des frontières un espace de développement, cela veut dire que la sécurisation d'une frontière, ce n'est pas que l'affaire ou l'apanage des FDS ou l'apanage exclusif des sécurocrates. C'est aussi essayer de doter nos zones frontalières des infrastructures à caractère social, des infrastructures communautaires de base. Ainsi donc, les populations de ces zones se sentiront fières d'appartenir à une nation qui pense à elles et ce faisant, les velléités de les emballer dans des causes malveillantes seront à jamais vouées à l'échec. Et parlant de défis sécuritaires, marquons une halte sur cette réaction de l'armée béninoise suite à l'attaque terroriste du commissariat de Dassari dans la commune septentrionale de Materi. L'armée déplore la mort de 2 policiers béninois. Le communiqué publié aujourd'hui annonce, je cite, la prompte intervention des éléments des FAB, entendez les forces armées béninoises, a mis en déroute les forces ennemies et a permis de sauver 3 policiers ainsi que 2 gardés à vue. On salue ici la mémoire des policiers victimes de cette attaque terroriste. On va à présent parler d'une autre équipe consacrée à la mise en œuvre d'un programme de développement, celui du Millennium Challenge Corporation Compact Régional. Les membres de la coordination sont fixés sur leur feuille de route. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale la leur a notifié. Le programme qu'ils sont appelés à opérer est consacré au développement du réseau routier entre le Bénin et ses voisins, notamment le Niger et le Burkina Faso. On écoute ici le ministre d'État Abdoulaye Biotchane à ce propos. Les infrastructures prévues dans le cadre de ce compact régional devront servir en effet à relier le Bénin à la République du Niger et accessoirement au Burkina Faso. De manière spécifique, les travaux envisagés sont destinés à fluidifier les échanges commerciaux entre le port de Cotonou et le Niger, tout en améliorant substantiellement la mobilité entre ces 2 pays. Il est vrai que ces 2 pays ont déjà l'avantage de posséder l'un des passages les plus fréquentés de toutes les frontières entre les pays côtiers et ceux de l'Interland dans la sous-région.
Vous l'avez sans doute compris, le gouvernement met un point d'honneur à l'avènement et la mise en œuvre efficace de ce projet d'envergure régionale, afin de faciliter une plus grande croissance économique pour notre pays. Ainsi, il est de votre responsabilité de baliser le chemin pour la réalisation effective de ce noble objectif. Durant les jours et les mois à venir, votre mission sera d'animer sur le plan technique tout le processus de formulation du programme de transport pour l'intégration régionale entre le Bénin et le Niger. Pour ce faire, vous aurez la charge de définir l'ensemble des activités à exécuter dans ce cadre, assorti d'un cadre de résultats qui en facilite le suivi. Le 30 mai dernier, le gouvernement procédait au lancement officiel du programme de formation de 54 guides de tourisme, 7 à 10 semaines pour une transformation professionnelle. Ces 54 guides sont une pièce maîtresse dans l'industrie touristique que le gouvernement veut développer au Bénin. Une équipe de la rédaction nous offre ici une immersion à Ologede à leur côté. Reportage Ola Rodrigue Babaguito, Évariste Zomarron. 1, 2, 3 groupes de 6 personnes chacun. C'est la formule trouvée ce jour par ce formateur de l'Organisation mondiale du tourisme pour faire assimiler à ses étudiants une des notions clés pour un guide de tourisme. Ce que j'explique aux guides de tourisme, c'est une des bases de ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. C'est la capacité d'écoute. Et le travail restreint, le travail en groupe, permet d'augmenter cette capacité d'écoute en travaillant avec ses collègues, en travaillant avec ses amis. C'est la volonté d'apprendre qui pousse Constant à accepter cette formation. Ce guide de tourisme, depuis des dizaines d'années déjà, ne trouve pas en ces 7 semaines de formation une perte de temps. Et moi, je pensais qu'on nous mettrait à disposition des formateurs qui sont dans la théorie, mais dans le fait, c'est des gens qui sont vraiment des gens du domaine qui maîtrisent leur sujet. C'est dans cette salle que se trouvent les 36 autres guides de tourisme encadrés ici par l'expert local. Le cours donné présente la vraie histoire sur les cultures endogènes pour un discours universel au sein des guides de tourisme. Aujourd'hui, je pense qu'avoir un discours universel par rapport à nos cultures endogènes est assez important. Sincèrement, j'ai appris des choses. Je vais vous assurer que après cette formation, vous allez écouter 50 guides, mais il y aura toujours un plus. Pour réussir le pari de cette formation, l'Organisation mondiale du tourisme vient en appui au Bénin. L'attrait est né de l'engagement du Bénin à faire du tourisme un secteur catalyseur de développement. Pour ce projet, nous avons déployé un expert international, mais aussi 2 experts nationaux qui vont parler de la culture, de la religion, de la richesse du Bénin. Il s'agit de renforcer, d'avoir un message cohérent dans tout le territoire national. Aujourd'hui, le Bénin a cette chance de vivre ces instants qui sont exceptionnels dans la vie d'une destination. Ce que je voudrais dire aussi, ça c'est important, c'est la vue d'ensemble. C'est la vue d'ensemble qui est organisée, qui est mise en place par le président de la République, Patrice Talon, par le Bénin aujourd'hui. Cette vue d'ensemble, quand vous arrivez comme cela, vous avez une vue extraordinaire parce que ce n'est pas un élément qui est pris, c'est tous les éléments en même temps. Et là, c'est comme un puzzle qui s'accorde une pièce à l'autre. Et très honnêtement, c'est véritablement un travail remarquable. Dans la formation de ce puzzle, la Banque mondiale joue une part importante. Elle soutient le Bénin au travers du PCTT, le projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier. Nous nous attendons à voir le Bénin prendre toute sa place sur la carte touristique mondiale. C'est un pays avec une richesse immense et c'est la raison pour laquelle la Banque mondiale a trouvé tout naturel de soutenir le gouvernement dans ses efforts. La mise en tourisme international est prévue pour 2024. D'ici là, le Bénin va sans doute en mettre plein la vue et nul ne s'en ira avec une envie de non-retour. Eh oui, merci Rodrigue et surtout courage à ces 54 compteurs professionnels d'un Bénin merveilleux, magnifique, souvent insoupçonné. Aujourd'hui, 27 juin, le monde célèbre la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Elle compose 90% des entreprises, crée plus de 50% des emplois dans le monde.
Dans le sujet réalisé par Jennifer Sativi, Benjamin Denayon et Emmanuel Agassi, nous verrons que l'aventure de la PME est aujourd'hui plus que jamais un parcours de réalisation professionnelle. Conjoncture et environnement économique s'y prêtent de plus en plus. Suivant. Larissa est une jeune entrepreneure béninoise. Depuis 4 ans, elle se consacre à l'entretien de cheveux naturels et est détentrice d'un espace dédié aux soins capillaires. Son déclic part d'une passion. Ça me faisait à peu près 7-8 ans d'expérience professionnelle dans la comptabilité. C'était une passion liée de curiosité qui s'est transformée en ce que nous voyons. Depuis quelques années, la relance économique mise sur le développement des petites et moyennes entreprises. Elles répondent à des besoins essentiels et jouent un rôle important dans le tissu économique. Les micro-entreprises aujourd'hui sont une vraie solution. La dame qui a des compétences culinaires et qui n'a pas la grâce d'être employée dans une entreprise peut à partir de ce moment commencer à régaler les papilles des autres. Donc à partir de ce moment, elle peut déjà créer sa petite entreprise et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Néanmoins, face aux difficultés inhérentes au secteur, une volonté ferme et la détermination sont de mise. Le financement n'est pas un problème en soi. Vous pouvez lancer un projet sur la base de vos compétences. Il y en a qui sont intelligents, qui partent de ce capital zéro. Ils partent de ce qu'ils savent faire le mieux pour créer une entreprise. Et puis après, ils ont de grandes ambitions. Lorsqu'ils commencent à gagner de l'argent, alors ils font ce que j'appelle la transmutation opérationnelle dans le monde des affaires. Je disais, j'ai de beaux cheveux, je vois que vous avez des cheveux naturels, comment je peux prendre soin de vos cheveux? Et je disais, tenez mon numéro de téléphone et je vous offre la première séance. Et quand elle sortait des séances et trouvait que les cheveux étaient beaux, elle me recommandait à d'autres personnes. Après, j'ai très vite coulé sous la demande. Je leur disais non, je peux venir à la maison. Il est important que nous puissions sortir du cadre des enseignements généraux que nous avons et penser à se professionnaliser. On peut être étudiant, mais savoir faire quelque chose. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, accorde une place prépondérante aux petites et moyennes entreprises. Opportunité de création de PME au Bénin. Mais par ici, enjeu de financement du développement local, véritable souci pour les acteurs de la gouvernance dans les terroirs, agenda aussi de la Commission nationale des finances locales. À Boïcon, la CONAFIL a ouvert une session où les communes attendent beaucoup du transfert de moyens financiers. On y parle de rémunération des élus locaux et des promesses du fonds FADEC pour le développement local. Mirabel Akpaki, Judicaël Aïnan nous édifie. La répartition du fonds d'appui au développement des communes, les investissements en 2022, l'approbation du rapport 2021 et du plan de travail annuel 2022 du projet d'appui aux communautés pour l'expansion des services sociaux, autant de préoccupations à l'ordre du jour. Il s'agit pour nous aujourd'hui de procéder à la répartition du fonds d'appui au développement des communes, FADEC, dans un contexte où des chocs exogènes imposent à l'économie nationale et aux économies locales de nouvelles contraintes budgétaires. Les ressources du fonds FADEC interviennent comme une bouffée d'oxygène pour permettre aux collectivités locales de faire face efficacement aux défis actuels et de continuer à assumer dans une dynamique l'amélioration continue des services offerts aux populations. Les maires, en ce qui les concerne, avec leur fêtière, la NCB, sont prêts à accompagner le gouvernement dans cette mission. Instauré depuis 2014, le Fonds d'appui au développement des communes entend contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. À ce jour, plus de 400 milliards de francs CFA ont été transférés aux communes. Une enveloppe financière de 37 milliards sera répartie aux communes au cours de cette session. Les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commissions permanentes, les conseillers communaux qui n'ont pas d'autres responsabilités
et les chefs de village et de quartier de ville seront désormais rémunérés. La présente répartition intégrera donc la rémunération de ces acteurs suscités. Instrument technique de transfert des ressources de l'État aux collectivités locales, le FADEC est aussi un outil politique d'évaluation et d'appréciation des performances des communes en matière de bonne gouvernance et de mobilisation des ressources. De façon spécifique, nous pouvons noter environ 7 milliards 300 millions à consacrer aux charges de fonctionnement, dont 1 milliard pour le paiement des factures d'électricité et d'eau des écoles maternelles et primaires. 10 milliards pour le FADEC asphaltage, pour l'amélioration du cadre de vie dans nos communes. 18 milliards environ pour le FADEC non affecté, qui seront répartis au cours de la présente session. 1,5 milliard pour le FADEC Covid-19 et enfin 900 millions pour le nouveau guichet Sahel. Des milliards pour le fonds FADEC, mais ici, un objectif, 1 million de tonnes de riz. Cette ambition du gouvernement suscite beaucoup d'engouement et d'initiatives parmi les acteurs du riz du Bénin. Exemple du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, CCRB, qui a décidé d'appuyer les riziculteurs pour relever ce défi de 1 million de tonnes de riz. Des équipements motorisés et des matériels de production spécialisés ont été octroyés pour doper la production. Enabel et Defia appuient l'initiative voulue agroécologique. Alors à Boycon, retrouvez Mirabel Akwaki et Judicaël Ayelan. 22 animateurs, tous des techniciens agricoles, reçoivent chacun une moto, des ordinateurs et équipements nécessaires pour travailler aux côtés des riziculteurs dans les champs. Objectif, améliorer la production de riz en y apportant des innovations qui permettent une production de riz durable. Il y a deux éléments majeurs qu'il faut garder à l'esprit. C'est la résilience des producteurs face au changement climatique et c'est également les techniques agroécologiques pour contribuer à l'objectif du gouvernement qui est de produire à l'horizon 2025 au minimum 1 million de tonnes. Nous allons inviter en ce moment-là les producteurs que nous avons formés en classe de 25 personnes qui viendront voir les itinéraires techniques que nous allons observer et à leur tour maintenant d'aller parler autour d'eux pour que cette réplication-là soit d'une grande échelle. On dit une mission des moyens, donc les moyens sont mis à notre disposition maintenant pour avoir le résultat escompté, toucher les producteurs dans le changement de comportement pour la production du riz dans la durabilité. La mise à disposition des équipements renvoie ainsi les techniciens à leur mission. Je souhaite que cette collaboration continue et qu'elle soit très durable et que vous puissiez prendre soin justement de tout ce matériel et de ces opportunités qui vous sont offertes pour pouvoir justement mener à bien votre travail sur le terrain en toute transparence, toute honnêteté et en collaboration avec tous les producteurs. Le projet sera mis en œuvre par le consortium CCRB et Ricolto durant 30 mois. Les départements de l'Atlantique, du Monokoufo, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou seront impactés par le projet. Attention, avertissement, il faut connaître l'électrophorèse de l'hémoglobine avant de se mettre en couple. C'est le principal message de la semaine dédiée à la campagne nationale de sensibilisation sur la drépanocytose. À l'OCOSA, le centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteint de drépanocytose a réussi à toucher de jeunes cibles. Formule choisie, une caravane, grande caravane dans la ville. Patrick Ayadi et Françoise Insou dans la chevauchée de sensibilisation. Ils ont marché dans la ville de Lokossa pour dire halte à la drépanocytose. Des jeunes en âge de procréer, conscients des derniers chiffres du ministère de la Santé sur cette maladie héréditaire. Près de 6% de la population sont touchés par les formes graves de la drépanocytose. Dans ces conditions, le dépistage précoce s'impose. Nous sommes avec la population de Lokossa pour marcher contre la drépanocytose, marcher pour dire à la population que cette maladie existe. Elle est grave, elle se traite par une équipe médicale qui travaille de jour comme de nuit pour soulager la population. Lorsqu'on a un trait de drépanocytose S ou C, il ne faut pas se mettre en union
avec un partenaire qui a aussi cette maladie. Sinon, on a le risque de la transmettre à ses enfants. Deux personnes qui sont amoureux, qui veulent procréer, se mettre ensemble, ils doivent faire un certain nombre de tests, dont l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et normalement, à cette occasion-là, ils doivent avoir les informations qu'il faut pour ne pas transmettre cette maladie à leurs descendants. Ou si la transmission est possible, donner la chance à ces têtes-là et ce bébé-là de rapidement se faire soigner. La campagne nationale de sensibilisation porte visiblement déjà ses fruits à Lokossa. Les jeunes en âge de procréer ont choisi les derniers jours de l'opération pour se faire dépister. Je me retrouve avec des enfants qui sont atteints de drépanocytose, de toutes sortes de maladies. Donc c'est pour parer à cela que je suis venu faire le test. En connaissant tous les conséquences de cette maladie, il faudrait mieux éviter de faire subir ce supplice à d'autres personnes. Plusieurs communications auront permis aux jeunes de mettre les raisons du cœur de côté face à la menace de la drépanocytose. Politique. Les législatives de 2023 s'annoncent et les séances de sensibilisation sur le terrain pour une élection apaisée se multiplient au bloc républicain dans la 9e circonscription. On se prépare aussi pour une meilleure représentation du parti à l'Assemblée nationale. À l'initiative, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OBJR à Savalou. Les échos avec Mirabel Akpaki, Judikaël Ayenan. Les jeunes de Savalou ont répondu massivement à l'appel de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OBJR. Au cœur des échanges, deux sujets, la crise mondiale liée à la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour une régularisation de la situation. La communication est donnée par le directeur départemental du commerce dans le Zou et les collines. Un jeune doit avoir la culture de la paix en lui, dans ses propos, dans son comportement. Il ne doit pas être l'auteur de la violence. C'est la jeunesse qui est manipulée. Désormais, nous avons compris et nous luttons pour que la jeunesse pose des actes pour qu'il y ait la paix. Le militantisme, à la base aujourd'hui, est une réalité. Ce n'est plus comme avant où c'est les hommes forts qui viennent faire la loi. Aujourd'hui, c'est les partis qui sont forts. On doit vous pousser à avoir d'ambition. Si vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez pas évoluer en politique. L'essentiel pour vous, c'est d'enraciner le parti dans lequel vous êtes de façon spatiale. Mais ne prenez pas les querelles interpersonnelles pour détruire le parti. Si vous travaillez dans la discipline, dans l'ordre, mais le mérite viendra toujours. Le mérite s'impose à tout le monde. Travailler à l'union des membres du bloc républicain, mieux faire représenter à l'Assemblée nationale la 9e circonscription au soir des législatives du 8 janvier en raflant les 4 sièges, le vœu de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. À présent, les hommages à un ancien acteur politique qui, lui, a tourné définitivement le dos à la scène publique. Messe d'adieu ce samedi en mémoire de Théophile Nata à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengou. L'homme que pleure toute une communauté aura marqué par son leadership et un parcours politique respectable plusieurs générations. Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, sa disparition est ressentie avec douleur. Les oraisons funèbres en témoignent. Dans les rangs, plusieurs personnalités politiques aux côtés de la famille. Reportage Giscard Apovi, Enoch Ronquati. Il était une véritable source d'inspiration à laquelle s'abreuvait le peuple Otamari pour continuer à progresser. Mais depuis ce 11 juin 2022, Théophile Nata ne sera plus de corps parmi les siens. Digne fils de Nati Tengou, dans la Takora, Théophile Nata a reçu une éducation basée sur la foi chrétienne. La victoire n'appartient pas au lâche qui, à la moindre difficulté, abandonne le combat. Mais elle appartient aux hommes et aux femmes au cœur droit et sincère, qui, au-delà de l'adversité et du doute, restent fermes dans l'héritage de leur éducation chrétienne. Ce que vous avez reçu de bien des enfants, de vos parents, ne négligez pas de le transmettre à vos enfants avec la même foi et le même enthousiasme. Théophile Nata était un grand homme, un grand leader, un homme de paix et surtout un bienfaiteur. Au fond, s'il fallait résumer notre très cher papa
et humilité. Nous ne sommes pas aujourd'hui les seuls orphelins de Théophile Nata. Cher papa, tu as dignement et valablement rempli ta mission sur terre. Toi qu'on surnommait affectueusement le patriarche, tu peux désormais reposer en paix. Marié et père de 5 enfants, Théophile Nata fêterait ses 54 ans de mariage cette année. Malheureusement, c'est ici que repose désormais cet éminent citoyen et homme politique aux côtés de son fils Claude Bertrand, arraché un peu plus tôt à leur affection. Et puis au-delà des oraisons saisissantes à la fin de cette célébration, Giscard Rakovi et nos compatriotes ont recueilli des témoignages de quelques personnalités politiques qui ont connu ou côtoyé Théophile Nata. On les écoute. Le grand frère, Nata Théophile, c'est un baobab autour duquel tout se passait. Donc sa disparition aujourd'hui à Tingo est un grand vide. Donc nous sommes tous touchés, nous sommes très émus, qu'il repose en paix. D'abord c'est une célébration bien méritée. J'ai retenu essentiellement 2 choses sur notre grand frère. C'est l'esprit permanent de tolérance et l'esprit constant de conciliation. Il était un refuge pour nous qui étions les plus jeunes. C'est lui qui nous servait toujours des repères. Il l'a fait pendant longtemps, alors qu'on était jeunes, mais il l'a fait aussi pendant qu'il assumait des responsabilités au niveau national. En dehors naturellement de tout ce qui a été dit sur sa générosité, une générosité débordante. Vous voyez tout ce monde réuni, c'est un témoignage de ce que l'homme fut sur cette terre. Et je pense que c'est encourageant pour que chacun des vivants puisse bien se comporter afin de bénéficier des hommages du genre et des témoignages aussi dignes. C'est pour dire que nous sommes entièrement satisfaits de ce qu'il nous a laissé comme héritage et nous nous emploierons à continuer sur cette lancée. Bon voyage éternel à Théophile Nata. Nous vous invitons à présent à un autre voyage à travers une conversation littéraire, ainsi qu'a été dénommée la rencontre d'échange qui s'est tenue samedi dernier à l'Institut français entre l'écrivain Apollinaire Agbazaou et le public. Un public composé d'étudiants, d'hommes de lettres et d'intellectuels de divers horizons. Occasion pour l'auteur de surfer sur ces différentes publications pour partager le souffle de son écriture. Ézéchiel Diako et Michel Legbe l'ont capté pour nous. Éducateur hors pair, pédagogue de renom, inspecteur honoraire de l'enseignement secondaire, mais surtout écrivain prolifique, Apollinaire Agbazaou est face ici à un public composite venu échanger avec l'auteur. C'était une messe littéraire que j'ai eu le redoutable privilège d'officier. Le souci fondamental, c'est de donner le goût de la littérature à monsieur tout le monde. Quand on s'intéresse aux faits littéraires, il y a beaucoup d'intérêt. Celui qui s'intéresse à la littérature, il a toutes les clés des grands débats en main. Le petit départ, c'est d'abord la littérature. Dramaturge, nouvelliste, poète et romancier, Apollinaire Agbazaou puise dans la tradition orale et le langage imagé de la cour royale. Quand je vois tout ce qu'il prend aux expressions, aux figures de style du terroir pour illustrer ses œuvres, je pense qu'il fait du très bon travail. Ce que j'aime, c'est qu'il fait des recherches approfondies sur les traditions orales de chez nous. La tradimodernité, c'est l'un des éléments qui m'a le plus marqué parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans des sociétés qui cherchent des solutions. Je suis surtout venue découvrir à la fois l'écrivain et entendre parler de ses œuvres. L'auteur de la célébrissime pièce de théâtre « Le gant à bégayer », enseigné dans les classes de seconde, a, le temps de cette conversation littéraire, fait revisiter l'ensemble de son œuvre à l'auditoire très admiratif de sa plume féconde. Fin de cette livraison de l'actualité. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.